Je m'appelle Kendra et cette maison est la première chose que j'ai jamais construite entièrement pour moi-même. Je l'ai achetée avec des années de chèques de paie épargnés, des décisions réfléchies et un niveau d'indépendance pour lequel je me suis battu. J'avais prévu d'en parler à ma famille un jour, quand je me sentirais prête. Pour moi, cette maison représentait plus qu'un simple endroit où vivre. C'était la preuve que je pouvais construire quelque chose par moi-même sans attendre d'approbation. Ce matin-là, en arrivant dans l'allée et en voyant la voiture de mes parents garée devant, j'ai essayé de me convaincre qu'ils étaient peut-être simplement de passage. Mais dès que j'ai franchi le seuil de la porte, tout espoir a disparu. Ils étaient debout dans mon salon avec ma sœur aînée, Léna. Ma mère inspectait discrètement les placards de la cuisine. Mon père évaluait la disposition comme s'il décidait déjà ce qui devait être changé. Et Léna se tenait au centre de la pièce comme si elle en était la propriétaire. Elle s'est tournée vers moi, non pas avec surprise, mais avec une certitude tranquille, comme si tout avait déjà été arrangé. Sa voix était calme quand elle a parlé. Cet endroit me convient. Je vais emménager ce week-end. Il n'y avait aucune question dans son ton, aucune pause pour évaluer ma réaction, aucun effort pour me demander si j'étais d'accord. C'était une décision présentée comme un fait, prise sans moi, à propos de quelque chose qui m'appartenait. Je savais que si je me disputais à ce moment-là, on me traiterait comme quelqu'un de difficile plutôt que comme quelqu'un qui défend ce qui lui appartient. Alors, je suis restée silencieuse, j'ai regardé et j'ai mémorisé chaque mot et chaque expression. Cette nuit-là, j'ai changé toutes les serrures de la maison. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Avant d'aller plus loin, je veux connaître votre opinion. Si votre propre famille entrait dans votre maison et la revendiquait comme la sienne sans vous le demander, que feriez-vous? Partagez votre réponse dans les commentaires. J'ai grandi dans une famille de 4 personnes avec ma mère, mon père et ma sœur aînée, Léna. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille stable et ordinaire, le genre de famille que l'on croise à l'épicerie et dont on suppose que tout va bien. La vérité était plus discrète, moins visible, et elle s'installait dans les petits choix que les gens font sans réfléchir. Dès son plus jeune âge, Léna était celle dont ma mère s'inquiétait. Ma mère disait toujours que Léna était sensible et facilement dépassée, que la vie lui semblait plus lourde qu'à la plupart des gens. Chaque fois qu'elle avait des difficultés, toute la maison s'adaptait pour faire de la place à ses sentiments. Ma mère réorganisait les plans pour l'aider à parler au professeur en son nom et à aplanir les conséquences de ses erreurs. Quand je demandais pourquoi les règles semblaient différentes pour elle, ma mère avait toujours une explication qui semblait raisonnable en apparence. Elle disait, Léna a simplement besoin de plus de soutien, que je suis assez forte pour gérer les choses par moi-même, qu'il serait injuste d'attendre la même chose de nous deux. J'ai entendu ces mots si souvent que j'ai fini par ne plus les remettre en question. Mon père ne parlait pas beaucoup de ces choses. Il restait assis silencieusement à la table du dîner pendant que ma mère expliquait pourquoi Léna pouvait manquer une autre responsabilité ou pourquoi il était logique qu'elle reçoive une aide que je n'avais pas. Son silence n'était ni bruyant ni dramatique. C'était le genre de silence qui suggère un accord simplement parce qu'il évite les conflits. J'ai appris très tôt que me ranger du côté de ma mère était le chemin le plus facile pour lui et que mes sentiments ne seraient pas défendus de ce côté-là. Alors, je me suis adapté. Si je voulais quelque chose, je trouvais un moyen de le gagner par moi-même. Quand je voulais de l'argent de poche au lycée, j'ai trouvé un emploi à temps partiel dans un petit café au lieu de demander. Quand j'avais besoin de manuels à l'université, j'en achetais d'occasion en ligne et je les revendais à la fin du semestre. Quand j'ai déménagé, j'ai meublé des appartements lentement, un article à la fois, en achetant toujours que ce que je pouvais me permettre. Je n'ai jamais ressenti de ressentiment pour avoir subvenu à mes propres besoins. Ce qui faisait mal, c'était la façon dont c'était attendu, comme si l'indépendance m'avait été attribuée plutôt que choisie. Cela a façonné la façon dont je me voyais. J'ai appris à garder les réussites discrètes parce que l'enthousiasme pouvait être confondu avec de la vantardise. J'ai appris à ne pas demander d'aide parce que la réponse avait déjà été décidée avant même que j'ouvre la bouche. Léna, quant à elle, a construit sa vie avec le soutien auquel elle était habituée, loyer de l'appartement payé par mes parents, factures payées sans discussion, conseils donnés avant qu'elle ne les demande. Si elle changeait d'avis sur un emploi, il y avait toujours de la patience pour la transition. La phrase de ma mère, celle que j'avais entendue pendant toute mon enfance, l'a suivie jusqu'à l'âge adulte. Léna a juste besoin de plus d'aide pour naviguer dans la vie. Les mots n'ont jamais changé. Seules les circonstances ont changé. Ma décision d'acheter une maison est venue d'un endroit calme en moi qui existait depuis des années.
Ce n'était pas de la rébellion. Ce n'était pas de la compétition. C'était simplement la première fois que je m'autorisais à avoir quelque chose qui m'appartienne entièrement. Je voulais un espace où je n'aurais pas à jouer le rôle qui m'était assigné, un endroit où je n'aurais pas besoin de me minimiser pour que quelqu'un d'autre puisse être à l'aise. Je voulais la certitude que personne ne puisse décider quoi que ce soit pour moi entre ces murs. La maison est devenue une limite que je n'avais jamais eu le droit d'avoir auparavant. Je croyais qu'une fois que j'aurais créé cette limite, elle serait respectée. J'avais tort. Quelques mois avant que tout ne se déroule, ma vie avançait à un rythme calme et régulier. Je travaillais à temps plein dans une petite clinique vétérinaire à Maple Grove, un endroit où je connaissais chaque routine et chaque son par cœur. La clinique n'était pas grande, mais elle avait une chaleur qui rendait les longues heures de travail agréables. Je passais la plupart de mes journées à soigner des animaux, à parler avec leurs propriétaires et à surveiller mon chien, Harvey, qui restait souvent au bureau avec moi. Harvey était un chien croisé avec des oreilles douces et une expression patiente, et l'avoir près de moi rendait les journées plus douces. Pendant cette période, j'avais commencé à ressentir un subtil changement en moi. Ce n'était pas une prise de conscience dramatique, mais une conscience croissante que je voulais un espace qui reflète qui j'étais. Mon appartement était petit et temporaire. On aurait dit un endroit où je ne faisais que passer plutôt que vivre. Je voulais une maison avec de l'espace pour respirer et une cour où Harvey pourrait courir sans laisse. J'ai commencé à chercher lentement au début, par curiosité plutôt que par intention. Un matin après le travail, j'ai traversé des quartiers sans plan précis. Maple Grove avait des rues bordées de vieux arbres qui formaient des ombres lentes sur le trottoir. En tournant dans une rue calme près de la périphérie de la ville, j'ai vu une maison avec une petite cour et un portail ouvert. Je me suis garé, je suis descendu et j'ai marché jusqu'à l'arrière-cour. L'espace était simple, calme et bordé de grands arbustes qui créaient un sentiment d'intimité. Harvey a reniflé l'herbe et s'est tenu au milieu de la cour comme pour la revendiquer. La scène s'est installée en moi avec une facilité surprenante. J'avais trouvé quelque chose qui me semblait pouvoir m'appartenir. J'ai organisé une visite plus tard dans la semaine. L'intérieur était modeste mais rempli d'une douce lumière d'après-midi qui se déplaçait sur le sol en large forme. Les pièces n'étaient pas grandes, mais elles semblaient équilibrées. Je pouvais m'imaginer me réveiller là, préparer du café là, rentrer après de longues journées à la clinique et ressentir un sentiment de réconfort. La décision ne semblait pas précipitée. Elle ressemblait à une reconnaissance. Les étapes pratiques sont venues ensuite. J'ai fait une demande de prêt hypothécaire, j'ai rassemblé des documents et j'ai parlé avec la banque. J'ai utilisé mes propres économies pour la compte, des économies accumulées grâce à des années de budgétisation prudente et de discipline silencieuse. J'ai sélectionné chaque meuble, en me concentrant lentement sur la façon dont chaque article donnait une impression à l'espace. J'ai acheté une table de cuisine d'occasion et je l'ai remise à neuf moi-même le soir. J'ai choisi des rideaux qui adoucissaient la lumière du soleil. J'ai placé le lit d'Harvey près de la porte arrière pour qu'il puisse surveiller la cour quand il le souhaitait. Ces décisions n'étaient ni grandioses ni coûteuses. Elles étaient réfléchies, façonnées par le désir de construire un endroit où je n'aurais pas besoin de me rapetisser. Je n'ai pas parlé à ma famille. Le choix était délibéré. J'avais appris il y a de nombreuses années que les impliqués dans mes décisions signifiaient souvent perdre le contrôle sur celles-ci. Je voulais faire l'expérience de la création d'une maison sans explication ni commentaire. Le silence me donnait des responsabilités, et les responsabilités me donnaient la paix. Au fil des jours, j'ai pris soin de la maison comme si elle faisait partie de moi-même. Je balayais les planchers chaque soir, je taillais les arbustes, je nettoyais les fenêtres jusqu'à ce que la lumière du soleil se déplace clairement à travers le verre. Harvey me suivait de pièce en pièce, s'installant là où je m'arrêtais, comme pour reconnaître que quelque chose d'important se produisait. Pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance tranquille, non pas à une personne et non pas à une attente, mais à un espace que j'avais choisi et façonné. La maison n'était pas grande, mais elle contenait quelque chose que je n'avais jamais eu le droit d'avoir auparavant. Elle contenait de la place pour moi. C'est arrivé un mercredi après-midi tranquille, alors que je venais de rentrer du travail et que je me calais dans le rythme familier de la préparation du thé dans la cuisine. La sonnette a commencé à sonner à plusieurs reprises, non pas selon un schéma patient ou attentionné, mais avec une insistance rapide qui donnait l'impression que quelqu'un tapait directement contre mes côtes. J'ai vérifié la caméra sur mon téléphone et j'ai vu mes parents debout sur le porche avec Lena à leur côté. Ils ne parlaient pas, ils attendaient seulement comme si leur seule présence devait suffire comme explication.
J'ai ouvert la porte parce que les ignorer ne ferait qu'entraîner une escalade. Dès que la porte s'est entr'ouverte, ils m'ont dépassé et sont entrés dans la maison. Ils ne m'ont pas regardé et ne m'ont pas demandé si c'était le bon moment. C'était comme s'ils croyaient que l'espace leur appartenait déjà, et que je n'étais qu'une personne qui le maintenait ouvert. Lena a commencé à errer dans le salon, passant ses doigts sur le dossier du canapé, ouvrant les portes des placards et jetant un coup d'œil aux photos que j'avais soigneusement placées sur les étagères. Elle n'a pas fait de commentaires gentils. Elle a incliné la tête avec un sourire narquois qui portait le poids d'une longue familiarité. Elle a dit que la disposition était simple, que les pièces étaient petites et que l'arrière-cour pouvait être mieux entretenue. Les mots n'étaient pas agressifs, mais le ton était lourd de possession, comme si elle évaluait ce qui allait bientôt lui appartenir. Maman marchait derrière elle et a dit que c'était bien que j'ai trouvé un endroit assez spacieux pour tout le monde. Sa voix portait la douceur d'une décision déjà prise. Je lui ai dit que la maison était à moi et que je l'avais achetée pour ma propre habitation. Elle a souri comme quelqu'un sourit, non pas parce qu'il est d'accord, mais parce qu'il ne croit pas qu'il y ait quoi que ce soit à discuter. Elle a dit que Lena avait besoin de stabilité et que cette maison le lui offrirait. Elle a présenté la chose comme quelque chose de naturel, quelque chose que j'aurais déjà dû comprendre sans qu'on me le dise. Papa se tenait près de la porte, les mains dans les poches, silencieux comme toujours. Son silence était devenu une forme de complicité au fil des années. Lena a poursuivi sa visite, entrant dans le couloir et examinant la deuxième chambre. Elle s'est attardée dans l'embrasure de la porte plus longtemps que nécessaire, hochant la tête comme pour confirmer un plan privé. Elle a dit que cette pièce serait parfaite pour son espace de travail. Je lui ai rappelé doucement, sans hausser la voix, que cette maison m'appartenait. Elle a répondu par un rire, décontracté et méprisant, comme si j'avais dit quelque chose d'adorablement naïf. Lorsqu'ils se sont préparés à partir, Lena s'est arrêtée près des petits crochets à côté de la porte d'entrée où je gardais des clés de rechange. Elle a regardé le trousseau de clés sans hésitation et en a pris une. Elle n'a pas demandé. Elle ne m'a pas regardé pour obtenir mon approbation. Elle a placé la clé dans son sac et a annoncé qu'elle emménagerait pendant le week-end. La déclaration a été faite avec la certitude de quelqu'un qui croyait que personne ne l'arrêterait. Maman a hoché la tête comme si l'affaire était réglée et papa a évité mon regard. Je restais immobile, les mains posées sur le dossier d'une chaise de salle à manger, et laissais le silence s'installer entre nous. Je n'élevais pas la voix. Je ne suppliais pas. Je répétais que la maison était la mienne et que les décisions la concernant m'appartenaient. Lena balayait tout cela d'un revers de main et me disait de ne pas être dramatique. Ils sortirent, laissant derrière eux un parfum de familiarité et d'intrusion persistant dans l'air. Lorsque la porte se referma derrière eux, la maison me sembla altérée, non pas physiquement, mais de cette manière invisible dont un lieu change lorsque des limites sont franchies sans permission. Je restais dans le calme, respirant lentement, afin de ne pas briser l'immobilité avec de la colère. Je savais que je devrais agir. Je savais aussi qu'il n'y aurait pas de place pour l'hésitation. Le lendemain matin arriva sans aucun signe avant-coureur de la limite qui allait être franchie. J'étais parti travailler tôt, emmenant mon chien Harvey faire une courte promenade dans les rues tranquilles de Maple Grove avant de me rendre à la clinique. La journée semblait ordinaire, stable, le genre de journée qui passe habituellement sans laisser de traces. Pourtant, lorsque je suis rentré chez moi en fin d'après-midi, j'ai remarqué un camion de déménagement garé près du trottoir devant ma maison. Mon cœur hésita un instant avant que la réalité ne se reconstitue avec une intention claire. Lena était là, debout dans l'allée, dirigeant deux hommes qui sortaient d'une table de toilette et de plusieurs grandes valises de l'arrière du camion. Elle avait l'une de mes clés de rechange à la main, et elle se dirigea vers la porte comme quelqu'un arrivant dans un endroit qui lui appartenait déjà. Je me suis approché et lui ai demandé ce qu'elle faisait, bien que la question me semblât inutile. Lena répondit avec un ton de légèreté qui dissimulait une détermination. Elle dit qu'elle prenait de l'avance sur son emménagement parce qu'elle voulait que la pièce soit confortable avant le week-end. Elle inséra la clé dans la serrure, ouvrit la porte et entra. L'action était si désinvolte, si peu préoccupée par l'idée que la permission devrait importer, que l'air autour de nous sembla se resserrer. Je la suivis dans la maison et trouvai le salon en transition. Elle avait réaménagé le canapé et la table basse, placé ses cartons le long du mur du couloir, et posé ses flacons de maquillage sur la table de la salle à manger. L'espace s'était éloigné de moi, comme si quelqu'un avait tendu la main au centre de la maison et en avait changé le rythme. Je lui demandai de s'arrêter. Je parlais clairement, choisissant chaque mot avec soin, car je savais que la colère ne ferait qu'alimenter sa confiance.
Je lui rappelai que cette maison n'était pas une propriété partagée, que je l'avais achetée moi-même, que je n'avais pas accepté qu'elle y vive. Elle sourit d'une manière qui suggérait qu'elle avait déjà prédit ma réaction et l'avait rejetée. Elle dit que maman lui avait dit que je finirais par comprendre, que je réagissais toujours de manière excessive à propos de l'espace personnel, et que la famille devrait rester ensemble lorsque l'un de ses membres a les moyens d'aider. Les mots ressemblaient à une histoire répétée longtemps avant ce moment. Je lui dis que la compréhension n'était pas le problème. Le respect était le problème. Léna fit une pause et, pour la première fois ce jour-là, son sourire s'estompa. Cependant, elle ne recula pas. Elle continua à ouvrir les tiroirs, à déplacer les objets et à plier ses vêtements sur le lit de la deuxième chambre. La tension ne se transforma pas en cri, mais s'installa profondément dans les murs. Je quittai la maison pour laisser l'air se calmer et revins plus tard dans la soirée. À ce moment-là, la maison me semblait étrange. Elle ne reflétait plus le calme et l'intimité. Elle reflétait l'intrusion. Ce soir-là, ma meilleure amie Léa est venue me voir après que je l'ai appelée. Léa et moi étions assises à la table de la cuisine pendant qu'Harvey était allongé à nos pieds. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, chaque détail, chaque mot qui avait été prononcé. Léa écouta sans interrompre, son expression stable. Elle finit par dire que les limites n'ont de valeur que lorsqu'elles sont protégées. Elle me dit que le silence n'était plus un acte de paix, mais une invitation à être effacée à l'intérieur de ma propre vie. Ces mots n'ont pas déclenché une soudaine explosion de fureur. Au lieu de cela, ils se sont installés en moi avec une certitude calme. J'ai réalisé que si je permettais que cela continue, je perdrais plus qu'une maison. Je perdrais le seul endroit où je pouvais exister sans être éclipsé. Je savais ce que je devais faire. La décision était finale avant même que je ne la prononce à voix haute. Je ne partagerai pas ma maison. J'agirai, et je ne m'excuserai pas de reprendre ce qui était déjà à moi. Le matin arriva tranquillement, sans hésitation ni regret. Je me suis réveillé avec un sentiment qui s'était installé pendant la nuit, une conviction constante qu'aucune discussion ou compromis supplémentaire ne suivrait. La maison était silencieuse, et l'air portait un sentiment de clarté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je suis allé à la cuisine, j'ai fait du café et j'ai pris un moment pour remarquer comment la lumière du soleil se posait sur le sol. Cela me rappelait que cet espace était censé être à moi, un endroit façonné par mes choix plutôt que par des attentes qui appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai fini mon café, j'ai pris mon téléphone et j'ai passé le premier appel. Le serrurier a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai expliqué que j'avais besoin de remplacer toutes les serrures, y compris la porte d'entrée, la porte arrière et l'entrée du garage. J'ai demandé le rendez-vous le plus proche possible, et il est arrivé avant midi. Pendant qu'il travaillait, je suis resté à proximité, regardant chaque ancienne serrure être retirée et placée dans un petit plateau métallique. Le son du tournevis et le mouvement silencieux des outils ressemblaient à une annulation de quelque chose qui s'était insinué dans ma vie sans permission. Le serrurier ne posa pas de questions, et je n'offris pas d'explication. Quand il eut terminé, il me tendit 2 nouvelles clés et me montra comment fonctionnait le nouveau mécanisme de verrouillage. Je le remerciai et payai les frais de service. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de culpabilité, seulement du soulagement. Ensuite, j'ai contacté un service local d'enlèvement pour enlever les affaires à l'intérieur de la maison. Je n'ai pas trié les objets par sentiment ou par importance parce qu'ils n'avaient pas leur place ici pour commencer. L'équipe est arrivée avec un grand camion et des gants épais, et je les ai dirigés vers chaque meuble, chaque carton et chaque objet personnel que Léna avait apporté dans ma maison, la table de toilette, les valises, les vêtements, les flacons de parfum disposés comme de petites revendications de territoire. Tout a été sorti de la maison. Le mouvement était régulier et délibéré. Il n'y avait pas de colère dans la décision, et je ne ressentais pas de cruauté dans l'action. J'ai simplement reconnu que si je permettais à ces objets de rester, l'intrusion resterait avec eux. Les objets ont été emmenés au point de dépôt des déchets partagés près du site de collecte communautaire. J'ai regardé le dernier carton être chargé sur le camion. La maison est progressivement devenue plus légère. Le mobilier du salon a retrouvé sa place d'origine. Le couloir est redevenu dégagé. La deuxième chambre a retrouvé son calme. J'ai traversé chaque pièce lentement, laissant mes pas être le rappel que je vivais ici, que j'avais gagné le droit de façonner mon propre environnement. Harvey me suivait, posant sa tête contre ma jambe quand je m'arrêtais, comme s'il avait déjà compris le changement qui avait eu lieu. Je n'ai pas appelé Léna. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai pas contacté maman ou papa.
Toute explication que je pouvais offrir existait déjà dans le silence que j'avais maintenu pendant des années. Ils avaient interprété le silence comme un accord. Aujourd'hui, le silence signifiait conclusion. La limite avait été tracée par l'action, et non par la supplication ou la négociation. Pour la première fois, j'ai ressenti une appropriation qui s'étendait au-delà de la structure physique de la maison. C'était l'appropriation de mes décisions, de ma voix et de ma place dans le monde. Lorsque la maison fut propre et que l'air se sentit à nouveau immobile, je m'assis dans le salon et me permis de respirer dans le calme. Aucune anxiété ne suivit. Aucun doute ne revint. La journée avança sans conflit parce que le conflit avait déjà été résolu en moi. Il ne restait plus rien à discuter. Je n'attendais pas d'excuses ou de confrontation. Ni l'une ni l'autre n'était nécessaire. J'attendais simplement dimanche. Dimanche arriva avec un ciel qui ne promettait rien. L'air extérieur était sans vent et lourd, presque dans l'attente, comme si le jour lui-même comprenait que quelque chose d'attendu depuis longtemps allait prendre forme. J'ai passé la matinée à plier le linge et à donner à Harvey son petit déjeuner, en me déplaçant à un rythme tranquille. Chaque mouvement semblait intentionnel, comme si le rythme de la journée dépendait entièrement de la constance de ma respiration. Il ne restait plus de peur en moi, seulement de la clarté, celle qui s'installe après le passage d'une tempête. Juste avant midi, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui remontait l'allée. Les pneus ont roulé sur le gravier avec une confiance familière. Je n'avais pas besoin de regarder dehors pour savoir qui c'était. Puis vint la première tentative sur la porte, une rotation ferme de la poignée suivie d'immobilité quand elle ne s'ouvrit pas. Une pause, brève et nette. Puis une autre tentative, plus énergique. Quelques instants plus tard, j'ai entendu la voix de Lena s'élever, incrédule, enveloppée d'une indignation qui venait d'un lieu bien plus ancien que ce moment. Je marchais dans le couloir, m'arrêtant silencieusement là où je savais qu'elle ne pouvait pas me voir, et écoutais pendant qu'elle passait de l'incrédulité à l'accusation. Elle cria que j'étais ridicule, que cette maison était faite pour nous tous, que j'étais égoïste d'avoir changé les serrures sans prévenir. Sa voix frappait la porte avec la même insistance qu'elle utilisait pour frapper mes limites toute ma vie. Le fait qu'elle ne puisse pas entrer n'était pas simplement un inconvénient. C'était une perturbation de l'ordre qu'elle croyait permanent. Les coups devinrent plus forts. Puis vinrent les martèlements. Puis vint son appel de mon nom encore et encore avec un ton qui tentait de combiner autorité, incrédulité et blessure. Je ne répondis pas. Finalement, la sonnette retentit en répétition frénétique, un son qui aurait pu me déstabiliser autrefois. Maintenant, ce n'était plus qu'un bruit. Mon téléphone s'illumina d'appels successifs, d'abord de maman, puis de papa, puis une demande d'appel groupé familial. Je laissai passer chaque appel. Finalement, je répondis à un appel. La voix de maman était vive d'urgence, comme elle l'était toujours lorsqu'elle défendait Lena. Elle exigea que j'ouvre la porte et que je m'excuse. Papa ajouta que je devrais arrêter d'être dramatique. Leurs mots formaient un scénario que je connaissais depuis l'enfance, lisse, répété, incontesté. Je ne dis qu'une seule phrase, calmement et sans amertume, c'est ma maison, et elle ne vit pas ici. Il y eut un silence, celui qui s'ouvre comme une distance que l'on ne peut plus traverser. Puis maman expira, longuement et avec déception. Elle raccrocha sans dire un mot de plus. Quelques minutes plus tard, Lena cessa de frapper à la porte. Le silence soudain était plus lourd que les cris ne l'avaient été. J'attendis là, écoutant toujours ses pas s'éloigner de la maison. Le moteur de sa voiture rugit, puis s'éteignit dans la rue. Je ne regardais pas par la fenêtre. Cet après-midi-là, elle publia sur les médias sociaux de longs paragraphes sur la trahison, sur mon abandon de la famille, sur le fait qu'elle avait été expulsée de sa maison légitime. Les commentaires affluèrent rapidement, certains sympathiques, d'autres confus, d'autres encore avides de drame. Tout cela n'avait aucune importance. J'ai bloqué son compte. Puis j'ai bloqué celui de maman, puis celui de papa, puis le chat de groupe. Il n'y eut pas d'annonce, pas de discours final, juste le clic silencieux de la déconnexion. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Harvey suivait, ses pas doux contre le sol. J'ai posé ma main sur le bois pendant un moment, sentant son poids solide. Puis j'ai fermé la serrure doucement, le son petit mais final dans l'immobilité de la maison. Il ne restait plus rien à rouvrir. La porte était fermée. J'ai entendu des mises à jour lentement des bords des gens qui gravitaient autrefois autour de ma famille. Rien de tout cela n'est venu directement à moi parce que j'avais supprimé tous les canaux qui nous reliaient autrefois. Pourtant,
Les nouvelles ont une façon de voyager lorsqu'une tempête se forme ailleurs. Léna a perdu son emploi en premier. Le message qu'elle avait écrit sur moi s'est répandu rapidement, non pas de la manière juste et triomphante qu'elle attendait, mais d'une manière qui exposait son droit acquis. Ses collègues ont reconnu ce comportement. Son supérieur a vu son traitement des autres se refléter dans ses propres mots. En une semaine, on lui a demandé de partir. Elle a insisté sur le fait que c'était injuste. Elle a insisté sur le fait qu'elle était la victime. Mais personne ne s'est tenu à ses côtés cette fois. Le public qu'elle croyait posséder s'était discrètement retiré. Mes parents ont essayé de la soutenir. Ils l'ont défendue comme ils l'avaient toujours fait, avec urgence, excuses et sacrifices financiers. Pourtant, les dettes qu'elle avait ignorées auparavant ont commencé à se refermer, carte de crédit, paiement de voiture, le bail qu'elle avait signé impulsivement. Ils ont vendu le bateau de pêche de mon père. Puis ils ont vendu un terrain que ma mère avait hérité de sa grand-mère. Leurs voix ont commencé à paraître tendues dans les histoires qui me sont parvenues par la suite, comme s'ils apprenaient trop tard que la responsabilité ne peut pas être transférée pour toujours. Chaque action a un coût. Chaque personne doit porter son propre poids à la fin. Je n'ai pas assisté aux réunions de famille qui ont suivi. Je n'ai pas expliqué mon absence. Je n'ai pas fourni la clôture qu'ils espéraient. Il ne restait plus rien à négocier, plus rien à réparer. Une porte fermée reste fermée lorsque la personne de l'autre côté est enfin libre. La vie s'est installée dans un rythme tranquille pour moi. Je me réveillais tôt, faisais du café dans ma cuisine et regardais la lumière toucher les murs qui m'appartenaient entièrement. J'emmenais Harvey, mon chien, faire de longues promenades dans le quartier où l'air était vaste et ouvert. Ma maison restait aménagée exactement comme je l'entendais, chaque objet placé avec soin, chaque pièce reflétant la constance que j'avais autrefois cru impossible. Il n'y avait pas d'appel soudain, pas de pas entrant sans invitation, pas d'ombre d'attente suspendue dans les coins. Le silence n'était pas solitaire. Il était paisible. Il était gagné. Il était à moi. J'ai appris à exister sans être observé, sans être dépossédé, sans être défini par la comparaison. Je respirais, et la respiration me semblait pleine. Je ne regardais pas en arrière. Les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont l'acte de revenir à soi après des années passées à être démembré. Elles sont la reconnaissance que l'amour sans respect n'est pas du tout de l'amour. J'ai appris que protéger ma paix ne me rendait pas insensible. Cela me rendait éveillé. Cela me rendait entière. La porte que j'ai fermée n'était pas une punition. C'était un commencement. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si une partie de celle-ci résonne avec vos propres expériences, vous êtes invité à partager vos pensées. Votre point de vue compte. Votre voix compte. J'apprécie le temps que vous avez passé ici avec moi aujourd'hui.